Je participe à contre-cœur. Je n'ai pas fait de demande pour, pour me trouver dans une situation pareille. Mais après, plus tard, pendant, avant, je ne sais plus. Je participe à un concours de peinture. Je ne crois pas que ce soit un concours de peinture qui serait organisé à l'intérieur de l'immense bâtisse. Non, je crois pas. Stawisky, il n'est pas là-dedans. Donc, c'est un concours de peinture. Les concurrents, tous des femmes. L'action, elle se passe dans une salle de café. Je ne peux pas me décider à saisir un pinceau. D'ailleurs, je ne sais pas peindre. J'ai toujours échoué. Ce qui doit peut-être expliquer que j'ai une réserve de tubes, mais démesurée, qui sèche avec le temps, et que je renouvelle pour les rejeter à leur tour, comme les autres, quelques années plus tard. J'ai aussi des toiles, des vierges. Ça, c'est pas dans le rêve. C'est dans ma réalité. Des toiles vierges que je sors, que je regarde, qui me plongent dans une sorte de crise honteuse. Je me souviens, c'est encore ma mère. Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle ne savait pas? Ça, j'ai jamais pu élucider le problème. Elle ouvrait, elle était dans son lit. Elle se levait de son lit. C'était pas un rêve. Elle arrivait directement sur son armoire. Elle ouvrait l'armoire avec violence. Puis elle regardait. Moi, je connaissais l'intérieur de son armoire. Je savais que c'était là qu'elle rangeait ce qu'elle avait repassé avec beaucoup de soin. Elle repassait ses combinaisons, les parures, comme on disait. Les culottes, Elle était là devant. Mais dans la réalité, je dis bien que ce n'était pas un moment comme ça, panique de ma tête. Elle était devant, elle était en chemise de nuit. Elle était malade. J'imagine qu'elle était malade. En plein jour. Et moi, qu'est-ce que je foutais là? J'étais peut-être malade aussi. En tous les cas, j'étais sur mon petit lit. Apparemment, il semblait qu'elle ne m'ait pas vu. Elle croyait que j'étais à l'école ou j'existais pas. Car il arrivait que je n'existais pas pour ma mère. Elle ouvrait la porte, elle mettait les deux poings sur les hanches, puis elle disait « ça, je l'ai jamais mis ». Moi, je me demandais qu'est-ce que c'est qu'elle désignait comme étant ça qu'elle n'avait jamais mis. Je regardais bien la ligne de ses yeux, là où elle regardait. C'était là, dans telle étagère. Dès qu'elle partirait, soit pour aller pisser, soit pour aller travailler, soit pour faire des commissions, je regarderais quelle était l'étagère en question. Ça, je ne l'ai jamais mis. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça, je ne l'ai jamais mis. Est-ce que ça demandait une circonstance tellement particulière? Est-ce qu'il fallait une occasion? Est-ce qu'il fallait une folie? Ma mère, mon père, mon oncle, tout le monde, mais c'est parce que j'étais réceptif à tout ça, m'entraînait dans des questions qu'un enfant n'aurait jamais dû se poser. Seulement peut-être est-ce la seule façon de faire d'un enfant un artiste, un homme artiste. C'est pourquoi je sens tellement de différence quand je rencontre des artistes, maintenant, avant, plus tard. Je les trouve d'une absurdité. Ils se perdent, ils disent des bêtises, des babioles, des médiocrités. Alors que moi, je n'ai pas envie de dire des médiocrités, je n'ai pas envie de me servir de ce qui m'a été dit. Je l'ai mangé, je l'ai mastiqué. Je l'ai gardé. J'en ai gardé l'essence, j'en ai gardé les cellules. J'en ai gardé quelque chose qui fait que ça m'a fait. Et non pas que ça m'affecte. Si ça m'affecte, c'est mon propre problème. Ça ne passera pas dans ce que je suis en train de faire. Alors c'est vrai, j'ai aussi beaucoup de toiles vierges, de tubes non ouverts, jamais utilisés, de pinceaux impeccables. Je pourrais les revendre si ça a augmenté depuis 20 ans, 30 ans. Je suis très riche. Des pinceaux de martre. Ah oui, des gros pinceaux, des petits pinceaux. Des 3, des 4, des 10, des 12, des 20. Oui, j'ai des toiles qui ne sont pas des toiles ordinaires. C'est pas toujours de la jouie, c'est autre chose. C'est de la jouissance. Quelquefois je les sors, je les regarde.
Ça me plonge dans une véritable crise de honte. Et je les range à nouveau dans leur placard. J'ai un grand nombre de petits flacons. J'ignore totalement leur utilité. Le fiel de bœuf, l'huile fine, la térébenthine stérilisée. Qu'est-ce que c'est? La térébenthine fluidifiée, la térébenthine purifiée. D'où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Pour faire des toiles. Mais les toiles, c'est le vrai. Le vrai n'a pas besoin de ça. Purifié. Qu'est-ce que ça vient faire? Un sentiment fin, ça n'existe pas. Ça laisse par rétine voir en transparence le contenu qui est coloré. Oui, j'ai pas besoin de transparence. Je suis sûr que là, il y a des erreurs. J'ai accumulé, rangé, jeté tout un matériel de peintre auquel je n'ai jamais touché. Et quand j'y ai touché, ça a été pour le jeter. Mon rêve se complique toujours. Mon rêve de tout ce que j'ai accumulé là, mais j'ai qu'à ouvrir le placard, c'est là, à 1,50 m de moi. Je vous sors tout, je vous le mets là. Mais j'ai 100 fois acheté ça. Et 99 fois, je l'ai jeté. Et ce qui reste là, je vais le jeter. Mon rêve se complique lorsque la personne qui officie au comptoir de ce café me donne l'ordre d'aller dans la salle de peindre. Qu'est-ce que je veux dire là? Ben, je veux dire que c'est vrai, je faisais un concours. L'action se passait dans une salle de café. Seulement, je ne pouvais pas me décider à saisir un pinceau. Eh bien, je vais me décider. Le rêve va se compliquer. Cette fameuse personne qui est là, une sorte de jeune femme, en blouse blanche. On voit les belles poitrines, beau cul, cône fini, véritable conservateur de musée moderne. Oui, je me souviens de l'expression qu'a utilisée un type il n'y a pas très longtemps et que Cécile m'a répété, mais je l'avais entendu. Ces conservateurs qui ont la poitrine pointée en avant vers l'avenir. C'est sûr, je les connais, ces conservateurs et conservatrices. Ces femmes à la con, qui n'ont envie que de se faire baiser par le grand conservateur en chef pour devenir sous-conservateur en chef. Aucune sensibilité, aucune déchirure en elles. Toute bourgeoise putain, connasse, qui officie au compteur du café. La bonne femme qui est là, c'est le même tabac. Elle me donne l'ordre d'aller dans la salle et de peindre. Je la regarde. Je suis pas peintre. Alors si vous n'êtes pas peintre, sortez. Je suis pas peintre, je suis dessinateur. Ah, c'est pas prévu ça. Mais je sais tenir un pinceau. Alors rentrez dans la salle. Je regarde là ce que son doigt indique. Ça fait penser au doigt de Rilke, disant le Christ. Le Christ qui a effectivement les deux bras ouverts, les deux mains clouées, mais il y a là un doigt qui indique quelque chose. Et le doigt qui indique dans la nouvelle de Rilke, c'est pas l'entrée du paradis. C'est le doigt de la souffrance. Alors la bonne femme qui est là, elle me donne l'ordre d'aller dans la salle où je vais, et je trouve un groupe. Mais il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des femmes. Le groupe s'agite avec en main des brosses. Il y a aussi des lampes à souder, des lampes à essence, comme il y en avait dans l'usine. Elles brûlent le mur qui grésille au milieu des flammes. « Décidez-vous là-bas, le bonhomme !» me dit la bonne femme qui est au comptoir. Je sens éclater ma colère. Oh, je peux faire ça sans effort. Et pas spécialement pour trouver une forme d'insulte à lui envoyer. Elle me fixe. Je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'elle me veut vraiment quelque chose? Est-ce que je l'ai rencontrée quelque part? Au fond, c'est un rêve, mais je ne sais pas que je suis en train de rêver. Je m'approche d'elle. Je la regarde vraiment dans les yeux. Apparemment, j'ai pas l'air très bon parce que ça la rassure pas. Je vois qu'elle recule derrière le comptoir. Écoute-toi, c'est pas la peine que tu recules. Tu vas m'écouter. Vous devez retourner dans la salle, me dit-elle. Dans la salle, c'est là qu'elle concourt. Ici, non. Moi, j'organise le concours. Tais-toi. Tais-toi, tu sais pas ce que tu dis. Écoute-moi seulement.
Écoute-moi, mais je ne sais plus parler, je ne peux plus parler. Je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en tirer. J'ai commencé à, non pas l'agresser, mais à l'arrêter et à lui dire « je vais parler ». Et puis je suis là. Je sens que je vais être muet. Je regarde le comptoir, de droite à gauche. Il n'y a même pas un verre. J'aurais pu, sinon, je sais pas, me désaltérer, me donner un coup de fouet, monter sur le comptoir, ouvrir mes jambes, sortir ma bite, pisser dans la gueule de la bonne femme. C'est pas mon genre de faire ça. Dans les rêves, je le fais. Mais je sais pas que je suis en train de rêver. Je crois que je suis dans le vrai. C'est toujours comme ça. Miracle. Je regarde à mes pieds et je trouve un siphon. Un siphon d'eau de Cels. Je le regarde et je la regarde, elle. Je pourrais prendre le siphon. Je me demande si j'ai le droit de prendre le siphon. Je lui fais signe de la tête. C'est oui, en l'appuyant de haut en bas, ou bien c'est non, de gauche à droite. Elle me regarde, elle me fait signe de haut en bas. C'est oui. Ça veut dire que je peux prendre le siphon. Je me demande si je fais pas partie d'un groupe nazi de femmes, ou de femmes nazies. Oh. Elle entend ma pensée. Elle relève sa manche. Je tourne la tête. Elle me dit « Si, tu peux regarder ». Je tourne ma tête vers elle. Je regarde puisqu'elle avait relevé sa manche. Et je vois, elle a un tatouage, un numéro. J'essaye de lire le numéro. 88 420. Elle rabaisse la manche. Non, une seconde. Laisse ta manche relevée. 88 420. Je prends le siphon d'eau de Cels qui est là à côté de moi. J'appuie sur la poignée. Je le dirige complètement, le jet sur le bras de la femme, qui laisse toujours son bras tendu vers moi, les doigts fermés. Je vois petit à petit que le numéro se dilue, fond. J'insiste. J'appuie de plus en plus fort, comme si, de l'effort que je fais, j'allais entraîner le gommage complet du numéro du bras. Le numéro s'efface complètement. L'encre bleu marine se met à couler le long de son poignet, de sa main, de ses doigts. Le bras est propre. Si j'avais insisté avec le siphon d'eau de Cels, j'aurais fait même un trou dans le bras. Je sens que le jet était très fort, mais j'ai pas fait de trou dans le bras. Je lui dis « Tu as menti !» Elle me regarde, je la regarde. Il est évident que d'après ses yeux, elle voudrait m'insulter. Elle voudrait prendre le siphon que j'ai dans la main. Mais je le tiens trop bien. Je ne lui donnerai pas. Elle me lance un verre à la tête. Saleté! Je sens qu'elle m'a fait mal. Le verre m'a touché le front, près de la tempe, mais pas la tempe. Au-dessus de l'arcade sourcilière, à gauche. Je passe une main, je frotte, ça me fait très mal. Le verre s'est cassé par terre en tombant. Je la regarde. Elle ouvre son corsage et elle fait sortir 2 seins. Ces 2 seins. Je regarde ma main. J'ai du sang. Tu n'avais pas besoin de jeter le verre. Elle me tend les seins avec des yeux exorbités. Je reprends le siphon. Je le dirige sur le sein à gauche, le sein à droite, le bout du sein, le bout de chaque sein. Les seins se mettent à trembler comme s'ils dansaient, des seins qui feraient des claquettes. J'insiste. Je fais rentrer les claquettes à l'intérieur du sein. Puis l'autre sein, je rappuie dessus. Je fais rentrer les claquettes à l'intérieur du 2e sein. Elle n'a plus de tétons. Elle n'a plus de mamelon. Elle a 2 seins comme 2 joues, gonflés. Je repose le siphon sur le comptoir. Je relève ma manche, à gauche.
Je sais que je n'ai pas été déporté. Je m'en fous. Je reprends le siphon, je lui envoie un siphon de sel sans plein dans la gueule. Mais je regarde mon bras que j'ai découvert et j'ai un numéro. Moi, j'ai un numéro. Je suis bouleversé. J'ai donc été déporté, je ne le savais pas. J'ai été tatoué. Et je suis profondément blessé. Profondément blessé. Pour ma vie, je suis blessé. J'ai été déporté, on ne me l'a jamais dit. J'ai été tatoué, je ne l'ai jamais vu. Je ne me suis jamais lavé les bras. Je la regarde. J'ai le siphon dans la main droite. Je regarde mon bras gauche, là où il y avait le numéro, là où il y avait encore de l'encre qui coulait. Maintenant, c'est du sang qui coule. Qui coule de façon assez puissante. J'ai peut-être, avec mon siphon, crevé une veine. Ah, je suis content. Je suis soulagé, je suis heureux. Comme je n'ai jamais été déporté, j'ai menti et je me suis mis dans une histoire, dans une situation. Je suis certainement en train de me vider. C'est bien, je paye. Faut pas mentir. Je la regarde elle et je lui dis, tu vois ça? C'est parce que c'est pas vrai. J'ai jamais été déporté. Mais toi non plus, t'as jamais été déporté. Elle me regarde, elle. Elle me fait signe non de la tête, qu'elle mène de gauche à droite. Je dis alors, pourquoi est-ce qu'on ment comme ça? Je la fixe. Je connais ses yeux. Je regarde ses sourcils, je connais ses sourcils. Son front petit, avec une branche d'étoile qui vient en pointe, qui plonge vers le nez, mais qui laisse le front libre, avec 2 ou 3 rides très fortes, très marquées. Et je lui dis, les rides que tu as, on a voulu avec du sparadrap te guérir d'elles, faire que tu n'as jamais de rides. Elle me fait signe, ouais. Je dis, tu sais pourquoi? Elle me fait signe, non. Parce que tu n'as jamais été déporté. Non, jamais. Et moi, tu sais que j'ai jamais été déporté. Je sais, jamais. Parce que tu t'appelles Cécile. Oui. Et moi, je m'appelle Fred. Alfred II. Elle fait signe oui de la tête. Je ne sais pas quand. Je ne vois pas comment j'arrive à ça. Il y a un autre rêve. Ça surgit. Je me trouve dans le pavillon blanc. Je connais le pavillon blanc. Il y avait le pavillon bleu au rond-point de la route de la Reine. C'est là où, même pendant la guerre, les nazis et les collaborateurs, les femmes se faisaient baiser là. C'était vraiment... Mais ils ont sauté à un moment donné. C'était l'endroit le plus putride de Boulogne. Mais il y a eu le pavillon blanc, bien avant ça. 1930. En 30, j'avais 7 ans. Et de 30 à 40, entre 7 et 16, c'est là que se réunissaient sans doute les riches, ceux que plus tard on allait appeler les snobs. Ils habitaient tous sur les quais. On y entendait là de la musique nègre, du jazz. Moi, je connaissais rien. À cet âge-là, on ne sait pas. Mais mon oncle, lui, il connaissait. Il aimait passer là, devant le pavillon blanc. Et l'air de rien, il jetait des coups d'œil. Et quand il y avait grappillé par de l'argent à ma mère, une possibilité d'entrer, c'était rare. Ou bien qu'il avait gagné aux courses. Il rentrait là-dedans et il sortait une de ses gitanes visières. Il fumait des gitanes, je m'en souviens. À l'époque, il n'y avait qu'une sorte de gitane. C'était des blanches. Mais les gitanes visières, c'était du tabac blond. C'était ce qu'il appelait du tabac anglais. Et le tabac anglais, mon oncle, il aimait pas tellement que ça. Mais ça faisait... Je ne sais pas ce que ça faisait. S'il avait su, il aurait dit ça fait artiste.
Et il allait là-bas. Quelquefois, il s'asseyait à une table sur la terrasse. Alors nous, les pauvres Pékins, on passait dans le bas du bois du parc de Saint-Cloud. On allait jusqu'aux fontaines, aux cascades, comme on disait. Plus haut, il y avait la lanterne. Et on était souvent fatigués. On ne peut pas monter jusque là-haut. Moi, j'avais le souffle court. Ma mère, jamais, elle allait là-bas. Ma grand-mère, elle y allait. Elle me disait, guide-moi et moi, je te monte à la lanterne. L'oncle m'y a montré aussi. Mais lui, il n'aimait pas aller à la lanterne. La lanterne, il n'y avait rien. Il y avait la vue sur Paris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en foute de la vue sur Paris? Il y avait les cheminées qui fumaient. Il y avait les maisons à perte de vue. Et puis ça s'arrêtait là. Tandis qu'en bas, au pavillon blanc, ah là, quand il s'asseyait, à une table blanche, sur une chaise blanche, ça n'existait pas à l'époque. Il sortait une cigarette Vizir, blanche. Il avait un froc blanc, je ne sais pas où il avait eu ça. J'ai toujours supposé qu'il l'avait volé à un pâtissier. Les pâtissiers s'habillaient en blanc. Il avait une chemise blanche, une chemise à mon père. Qu'il fasse froid ou chaud, il fallait qu'il soit tout en blanc. Il croisait une jambe. Il fumait. Il se faisait servir un verre le moins cher possible. Il regardait en direction de la piste. Il cherchait. Moi, je me mettais là. Il m'avait peut-être vu. J'étais plutôt derrière un arbre. Du côté du quai, c'est-à-dire de l'autre côté de la large allée. Et puis je me demandais si ça allait mordre ou pas. Je savais que ça pouvait mordre, puis je savais que ça pouvait ne pas mordre. Et j'attendais longtemps. Et c'était un samedi. Pourquoi je me souviens que c'était un samedi? Parce que c'était la semaine anglaise à l'époque. Et la semaine anglaise, on ne travaillait pas le samedi après-midi, que mon père ne travaillait pas le samedi après-midi, que ma mère, elle avait travaillé au marché, et que le samedi, c'était le jour de Billancourt. Et que comme ça, j'étais pas tenu, que j'avais pu me tirer. Et que mon père, il s'était barré pour boire un coup. Et que la maison, elle était vide, il y avait que la grand-mère. La grand-mère pouvait toujours essayer de nous rattraper. Elle était aveugle, alors on faisait ce qu'on voulait. Mais je savais qu'il était là-bas, le vieux, l'oncle. Alors, j'étais là. C'est resté... Je ne l'ai jamais dit, ça. Ah, si j'avais 9 ans. Ça fait 61 ans. C'est resté vif dans ma mémoire. Comme une perle. Comme de la myrtille. Vous savez, la myrtille, ça reste très beau très longtemps. Et on pourrait même l'accueillir quand elle est sèche. Elle a encore son goût. Ce jour, c'est resté en moi comme si c'était un voyage que je n'ai jamais fait autrement qu'en rêve. Et là, je n'ai pas rêvé. C'est pas un rêve. Il était un peu agité. Je le voyais à la table. Il croisait et décroisait ses jambes. Il faisait gaffe, mais ça je le savais, à ne pas faire de faux plis sur son pantalon. Alors il tirait un petit peu et par en dessous et par au-dessus. Il fallait que ça reste, il disait, nickel. Alors voilà, il bougeait un peu du cul. Il faisait gaffe à pas tellement plisser sa chemise blanche. Il devait pas avoir chaud parce qu'il faisait pas chaud. Moi j'avais un pull. Il fumait. Il fumait doucement. Il laissait plutôt la fumée sortir de la cigarette avec un doigt. Il tapait tout doucement la cendre. Il la faisait tomber autour de la table. Et puis son bras montait, s'élevait. Il passait ça sur sa chevelure. Il avait une belle chevelure. Il était un peu chaud. Une petite calvitie précoce, comme il disait. Ça le rendait intellectuel. Il avait raison. Et puis il passait ensuite sa main sur son front. Puis il tirait une toute petite goulette de cigarette. Il faisait sortir par le pif. Il était là, comme ça. Il rêvassait comme s'il était sur la piste, comme s'il dansait sur la piste. On voyait les bonnes femmes et les bonhommes, ils s'agitaient. Petit à petit, j'ai compris ce qu'il était en train de faire. Il bougeait tout doucement du corps, et puis il s'est trouvé debout. Je ne l'ai pas vu s'élever, et pourtant il s'est élevé tout doucement. Je crois que c'était ça, le grand art. Il s'est retrouvé donc debout, la chaise derrière les mollets, la table devant le ventre. Le garçon s'est précipité, parce qu'il savait qu'il y avait des types qui se levaient comme ça, puis tac, qui se tiraient dans le boîte. Puis il ne payait pas. Mon oncle laissait tomber une pièce. Le garçon a foutu la monnaie là, et l'oncle, d'un grand geste de la main qui tenait la cigarette, il lui a fait signe. Je t'emmerde.
Enfin, moi, j'ai compris que c'était ça. Et le garçon a pris en baissant la tête. Et Clan qui aurait bien foutu un coup de tatane dans le menton à ce moment-là. Il s'est écarté de sa table, tout doucement. Il avait rallumé une cigarette. C'était comme une femme qui marcherait. Il avait un grand mouvement. Il se rapprochait tout doucement. Est-ce que c'était de la piste? Moi, je voyais pas bien. Là où j'étais, oui, mais voir, c'est comprendre. Et je comprenais pas quel jeu il était en train de jouer. Ah, puis en fond, il jouait pas un jeu. Mais je savais qu'il savait jouer des jeux. Et ça, il m'avait dit. Il faut jouer, petit, hein. Il faut jouer. Faut pas se laisser aller. Qu'est-ce que ça voulait dire, faut pas se laisser aller? Bah, ça voulait dire qu'il fallait pas se laisser aller à des conneries. Bref. Qu'est-ce que je vois? Je vois une femme qui s'approche de l'oncle. Eh ben, une femme qui était comme lui. Lui, il était grand. Il était mince, presque maigre. Mais il avait une belle queue. Hein. Calvitie précoce. Un geste de la main droite tenant la cigarette en faisant tomber la cendre. Il l'aurait fait tomber sur la gueule d'un Maharaja. Et le Maharaja se serait recliné devant lui. Il était devenu le roi de Paris. Le pantalon blanc lui allait à merveille. Il n'avait pas de chaussures. Il avait eu le culot de mettre des espadrilles blanches. Il était superbe. La partenaire en question, est-ce que c'était une partenaire? Est-ce que c'était pas une entraîneuse de la baraque? Je savais pas que ça existait à l'époque. Elle est venue au-devant de lui. Elle était grande, ça je l'ai dit. Elle était mince. Bon, c'est toutes les femmes de rêve qui sont minces. Elle était blonde. Ça aussi, ça fait partie du rêve. Moi, je la connaissais pas. Elle était pas de Boulogne. Elle semblait avoir une sorte de puissance qui pouvait convenir à l'oncle Édouard. Mince, mais pas maigre. Lui, il était mince, mais un peu maigre. Ils allaient bien ensemble. Ils se sont croisés, là, ils se sont tournés un peu autour l'un de l'autre. Elle lui a pris la cigarette qui tenait dans les bras, dans les doigts. Il en a sorti une autre, il l'a allumée, et tous les deux tournaient l'un autour de l'autre avec la cigarette. Un peu en l'air, de temps en temps il fumait, sortait une petite goulée, puis c'était pour moi comme des poissons où on achetait l'appât. Ils n'osent pas encore mordre, mais on n'en est pas loin. Kiki regarde. Et je l'ai vue, elle, brusquement s'écarter de l'oncle. Tiens, elle a marché un peu sur sa gauche. Et lui, il avait été comme frappé, mais c'était la connivence ou c'était... Moi, je voyais ça comme les poissons. Les poissons, on les voit bien dans les lacs, au bois de Boulogne, au bois de Saint-Cloud. Dans la Seine, on les voit pas, parce que c'est trouble tout ça. Quelquefois, on voit tout à fait sur le bord. Ils ont l'air de se tourner autour pour se mordre, et puis ils se mordent pas, ils partent côte à côte. Quelquefois, ils se donnent des coups de queue. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de se faire, tous les deux? C'était le coup de queue ou... Alors mon oncle a pris un peu le sillage de la femme blonde. Mais dans le sillage qu'il prenait, lentement, je l'ai vu, il avait l'air de rapetisser, de s'affaisser, jusqu'à s'approcher. Alors moi, je ne savais pas comment était une piste. À l'époque, j'étais jamais rentré dans un dancing. S'approcher de la terre, d'après moi. Et dans cette espèce de posture bizarre, qu'on pourrait dire de soumission absolue, la femme s'était retournée, l'avait regardé. Lui, il était en bas. Et elle était en haut. Et elle a posé un de ses pieds sur la tête de mon oncle. Pendant que lui, il me semblait qu'il baisait l'autre pied, la chaussure. Et elle, en appuyant sur sa tête, elle le maintenait. Le derrière en l'air, à quatre pattes. Du jamais vu dans ma vie. Du jamais vu d'un homme devant une femme, ni même d'une femme devant un homme. Ma mère, elle savait se rebiffer quand mon père lui disait ou il faisait. Ça arrivait qu'il y avait des trucs comme ça, pas vraiment comme ça.
Mais ma mère se levait, regardait mon père. Mais d'haut, très haut. Et puis mon père baissait la tête. Puis il arrivait à la hauteur du genou de ma mère, et puis là, il posait 2-3 baisers, puis il se redressait. Puis il était haut comme ma mère, et puis il dépassait ma mère, il était un peu plus grand que ma mère. Et puis c'était ma mère qui se rabaissait, s'asseyait. Apparemment, il n'y avait pas eu de vainqueur. Mais là, le pied chaussé d'une chaussure qui appuyait sur la tête de mon oncle, ça, c'est pas vrai. Ça, je pouvais pas. Pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça? Pourquoi elle retirait pas son pied de la tête? Pourquoi elle mettait pas elle-même sa tête à ras du sol et que mon oncle lui mettait le pied sur la tête? Et si j'avais été mon oncle, et si ça avait été ça, j'irais écraser la tête. Qu'est-ce qu'il avait à rester comme ça? Il est con ou pas? Je suis sorti de derrière mon arbre. Et je lui ai crié: Oh! Relève-toi! Oh, l'oncle! Il m'a entendu. Il a voulu tourner un peu la tête vers moi, vers la voix qu'il entendait, il me reconnaissait. Cette espèce de salope, elle a appuyé encore plus fort en écartant les jambes. Et l'oncle, il était par terre, les joues par terre. Le cul comme un chien qu'on est en train d'engueuler. Un chien qu'on bastonnerait. Moi, j'étais un gosse, hein. De derrière mon arbre, j'ai sorti ma tête vraiment complètement. Puis je me suis mis là, puis j'ai dit: Oh! Relève-toi!